impression. Bonjour à tous et aujourd'hui le docteur Renard va nous faire une présentation sur le thème des maux de tête. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous pouvez commencer, docteur Renard. Merci Aïcha pour l'introduction. C'est encore un plaisir de participer aux séries hebdomadaires de présentation académique avec HMI. Je travaille et je collabore avec HMI depuis environ plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez important et très courant dans la pratique médicale, c'est les céphalées. Je suis un médecin et praticien hospitalier. Je réside maintenant au nord de Kentucky et practice comme médecin hospitalier. Comme objectif pour cette présentation, nous espérons qu'à la fin de cette présentation, que les participants seront auront une familiarité avec la prise en charge et encore de reconnaître les céphalées primaires et les céphalées de cause secondaire. Nous espérons que les participants pourront seront capables de prendre une histoire et reconnaître les signes et symptômes des céphalées primaires et secondaires de façon effective. Et nous espérons discuter un peu de quelques éléments de diagnostic. Et ensuite, nous parlerons de comment prendre en charge les céphalées de façon aiguë et dans la forme préventive. En termes d'épidémiologie, dans le milieu hospitalier, que ce soit moi-même qui est un hospitaliste, un praticien hospitalier ou encore des neurologues, les céphalées représentent ou encore des causes de consultation pour un neurologue. C'est la troisième cause qui fait suivi des accidents cérébrovasculaires, que ce soit hémorragique ou ischémique. Les céphalées ou encore les migraines sont en troisième position dans le milieu hospitalier. Et de façon globale, les céphalées peuvent représenter une forme de consultation qui sera secondaire aux douleurs du dos. Et de façon globale, environ une femme sur 4 vont souffrir de céphalée ou de migraine au cours de leur vie. Et les hommes sont également touchés par cette maladie de façon plus moindre. Et il y a jusqu'à 5% de femmes de façon globale qui vont souffrir de céphalées terribles qui vont durer jusqu'à 15 jours au cours d'un mois. Et de façon aux États-Unis également, les céphalées peuvent avoir un impact négatif en termes de coûts pour le système sanitaire, en termes de perte de travail. Et ce qui est très important, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont passer beaucoup de temps avant d'avoir un diagnostic de migraine établi et en même temps recevoir un traitement qui est approprié. Donc, très souvent, le diagnostic est retardé et également ce qui va aboutir à un traitement qui est retardé. En général, on divise les céphalées en deux types. Il y a les céphalées de type primaire, qu'on va en parler. C'est ce qu'on appelle surtout les migraines, les céphalées en forme de cluster et les céphalées de type de tension. Et il y a également les céphalées secondaires qui sont très courantes, et c'est-à-dire qui seront secondaires à une autre pathologie, que ce soit des infections comme les méningites ou encore des inflammations comme l'artérite temporale, des troubles vasculaires. Il y a des céphalées qui sont liées à la consommation pour la prise exagérée de certains médicaments comme les anti-inflammatoires, des céphalées qui seront secondaires à des tumeurs cérébrales ou encore de saignements intracrâniens. Il y a des céphalées qui vont être liées à des pathologies ou encore du système nerveux ou encore à des maladies psychiatriques, des maladies auto-immunes et qui peuvent également affecter les nerfs.
Donc, tous ces céphalées vont faire partie de ce qu'on appelle le céphalée secondaire, qui est très important d'abord à différencier comparativement aux causes primaires. Et les céphalées de forme primaire représentent environ 90% de formes de céphalées. Il y a une classification internationale des céphalées qui a été établie, je pense que c'est la 3e révision. Donc, comme vous le voyez dans ce tableau, il y a les céphalées primaires, ce sont surtout les migraines, les céphalées de cause trigéminale. Il y a également ce qu'on appelle le SCONT, c'est-à-dire c'est une céphalée qui est unilatérale, neuralgia, et qui est associée avec une conjonction injection conjonctivale et encore des larmes. Et les céphalées secondaires, ce sont les céphalées qui sont liées à des traumas, comme nous l'avons mentionné, des infections, des pathologies inflammatoires ou encore des tumeurs au niveau du cerveau. Ce qui est très important comme praticien hospitalier, c'est d'abord d'établir une histoire qui est appropriée, c'est-à-dire savoir quel a été le patient doit décrire encore en élucidant des questions qui vont vous aider à établir le caractère de ces céphalées. Est-ce que c'est une céphalée qui est globale? Est-ce que c'est une céphalée qui est unilatérale? Quelle a été la durée des céphalées? Il y a des personnes qui vont se présenter avec des céphalées de forme aiguë ou encore des céphalées chroniques. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui sont associés à ces céphalées, c'est-à-dire de la nausée, de la photophobie, de la phonophobie, ou encore des troubles visuels, ou encore des troubles neurologiques, des signes et symptômes systémiques. Il faut également prendre une histoire des antécédents de céphalées similaires, que ce soit au niveau du passé du patient, encore au niveau des membres de sa famille. Également, il faut penser aux médicaments. Très probablement, en Haïti, il va y avoir également d'autres médicaments qui ne sont pas prescrits. Les anti-inflammatoires, des types de tisanes ou encore de thé que le patient peut consommer. Et ici également, il faut penser également aux substances comme l'alcool, les drogues, les opiacés, tous ces genres des histoires psychiatriques, tous ces genres d'éléments peuvent vous donner une idée de type de céphalée. C'est parce que l'histoire également, quand vous arrivez aux examens physiques ou avec les examens paracliniques, va vous aider d'abord à faire une différence entre les céphalées de forme primaire et les céphalées de forme secondaire. Donc, le caractère, la durée, les symptômes qui sont associés à ces céphalées sont très importants pour élucider dès le départ. Ensuite, en dehors d'un examen général, il faut également prêter attention à certains éléments de l'examen physique et l'examen neurologique, c'est-à-dire les signes vitaux peuvent vous donner une idée si c'est un patient qui souffre d'une hypertension artérielle, si c'est un patient qui est fébrile, si c'est un patient qui a une hypoxémie ou une hypercapnie. L'examen des pupilles, déjà même avant d'obtenir des examens cliniques, peut vous donner une idée si c'est un patient qui peut avoir une tumeur cérébrale, un saignement ou encore une pathologie neurologique comme les accidents ischémiques associés. L'examen des champs visuels peut vous donner également une idée s'il y a des problèmes, une fondoscopie, s'il y a un édème papillaire. On peut également faire un examen moteur, l'examen des réflexes, les sensations, la coordination. Tous ces éléments vont vous donner, en dehors de l'examen général, en regardant principalement le système cardiovasculaire, le système moteur. Quand vous faisiez un examen neurologique, ces éléments peuvent vous donner une idée du type de céphalée que vous avez en face de vous. Et dès l'examen physique et l'histoire, vous allez avoir d'abord une hypothèse qui va déjà vous donner une idée des types de céphalées.
il y a très souvent des patients qui n'ont pas été, qui ont un diagnostic, mais qui n'a pas été vraiment établi. Il faut toujours penser à challenger ou encore à avoir une doute sur ce diagnostic. Si vous voyez le patient, même lorsque le patient avait un diagnostic de migraine, que ce soit primaire, qui a été établi, il y a des patients qui vont avoir un diagnostic de céphalée primaire, mais qui vont venir vous voir avec une cause secondaire superimposée à cette céphalée primaire. Il faut également avoir une idée des facteurs qui peuvent exacerber ces types de céphalées, la consommation de caféine, de certains médicaments, certaines pathologies, la prise du poids, le manque de sommeil, le stress socio-économique comme en Haïti. À ce moment, le système social, tous ces genres de choses peuvent contribuer aux exacerbations des céphalées. Et également, on va essayer d'établir quel sera le procédé pour pouvoir faire un traitement de la forme aiguë ou encore un traitement de la forme pour les céphalées secondaires. Et on va voir, dépendamment de la fréquence de cette céphalée, savoir si c'est une céphalée qui est primaire ou secondaire, comment doit-on faire le traitement. Ce qui est très important surtout, c'est dès le départ, il faut penser aux céphalées secondaires. Et les céphalées secondaires sont très importants à diagnostiquer dès le départ parce que certaines pathologies peuvent être très létales. Et les céphalées primaires peuvent causer une morbidité, mais en général, n'aboutissent pas à une létalité. Ils peuvent aboutir à une invalidité en termes de morbidité. Donc, dès le départ, après avoir fait l'examen physique ou encore prendre l'histoire, on va essayer de voir s'il y a ce qu'on appelle ici des red flags ou encore des éléments qui peuvent vous donner une idée que vous avez affaire à des céphalées de type secondaire. Dr. Do avait établi ce mnémonique qu'on appelle ici le SNOOP qui permet d'avoir une idée est-ce que vous avez affaire à une céphalée secondaire. D'abord, essayer de voir est-ce qu'il y a des symptômes systémiques qui sont associés. Est-ce que c'est un patient qui a une perte du poids, un patient qui a de la fièvre, ou encore est-ce que c'est un patient qui a des facteurs de risque, c'est-à-dire des patients qui souffrent de cancer, les patients qui sont immunocomprimés, c'est-à-dire qui a une infection au VIH, les patients qui sont sous des stéroïdes prolongés. Est-ce qu'il y a des signes ou symptômes neurologiques associés aux céphalées? Et d'abord, comment a été le début de cette céphalée? Est-ce que c'est une céphalée qui est très aiguë, une céphalée qui est nouvelle ou chronique? Les céphalées qui se présentent chez les patients qui sont plus de 50 ans, qui n'ont jamais souffert de céphalée. Est-ce qu'il y avait eu un changement de caractère de céphalée? Les céphalées qui ont des changements avec la position, c'est-à-dire si la personne a une céphalée qui est exacerbée en changement de position en passant de la forme couchée et la forme stationnaire. Est-ce qu'il y a des éléments qui provoquent ces céphalées? Les céphalées qui sont exacerbées par la toux, l'exercice, les rapports sexuels. Donc, ces genres de céphalées vont vous donner une idée en général à des céphalées secondaires. Donc, il faut 13 éléments dès l'histoire, essayer de prêter attention à ces éléments pour avoir une idée des céphalées secondaires. Donc, les signes vitaux, la fièvre, la perte de poids, le début de ces céphalées, les symptômes qui sont associés, ou encore le changement de caractère de ces céphalées, les céphalées qui sont provoquées par des nerfs ou encore qui sont exacerbées par l'exercice ou encore le changement de position peuvent vous donner une idée que vous avez affaire à des céphalées secondaires. On va essayer de parler d'abord à quelques types de céphalées secondaires avant de parler, d'aborder les céphalées primaires. Les céphalées secondaires, premièrement, on parle de, si vous identifiez la cause, vous pouvez traiter les céphalées. Comme premier élément, ce qu'on appelle ici le thunderclap headache, c'est-à-dire c'est une céphalée qui apparaît de façon soudaine
en forme de tonnerre. Le patient en général va vous dire que j'ai jamais souffert de céphalée assez intense. Il y a beaucoup de causes qui peuvent aboutir à ce type de céphalée. En général, on essaie toujours de penser à une hémorragie subarachnoïdienne et, comme premier élément. Mais il y a d'autres causes de pathologies vasculaires, de thrombose, de sinus caverneux. Il y a la dissection des artères, possiblement de la carotide interne. Il y a également des causes pituitaires, il y a les strokes, les hypertensions, les crises hypertensives. Tous ces éléments peuvent aboutir à des causes de céphalée secondaire. En général, ici, ces gens de patients vont nécessiter d'abord une tomographie cérébrale qui est très sensitive au départ pour essayer d'éliminer principalement les hémorragies intracrâniennes. Des fois, on peut même aboutir à une ponction lombaire pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu d'hémorragie subarachnoïdienne. Donc, ceci, c'est une personne qui va se présenter avec une céphalée soudaine, aiguë, intense. Et en général, les patients de la forme classique vont vous dire que j'ai jamais souffert de céphalée aussi intense. C'est la céphalée qu'on appelle de thunderclap headache qu'il faut essayer en dehors de l'histoire, l'examen physique et les examens paracliniques, principalement une tomographie cérébrale, le scanner cérébral va vous aider à faire le diagnostic. Mais il faut penser à d'autres causes non reliées à l'hémorragie subarachnoïdienne comme cause de céphalée à type de thunderclap. Comme je l'ai mentionné, des fois, ces patients vont avoir également une raideur cervicale et associée à la nausée. Donc, il faut penser aux causes vasculaires, la dissection, les strokes hémorragiques comme cause de céphalée à type de thunderclap. Une deuxième cause qu'on va avoir en termes de céphalée, c'est l'artère temporale, en général, qu'on va rencontrer chez les personnes âgées de plus de 50 ans. En dehors des céphalées, en général, ces patients dans la forme classique vont se présenter avec des troubles visuels, des douleurs au niveau de la nuque ou encore du cou. Et ces céphalées sont très importantes à diagnostiquer parce qu'il y a un risque non seulement de stroke qui peuvent associer à l'artère temporale, mais également il y a un risque de perte de la vision qui est très important. Et ces patients, en général, vont avoir d'autres signes systémiques comme la fatigue, la fièvre, la perte de poids. Et en général, ces types de pathologies inflammatoires affectant les vaisseaux de size moyen sont également associés à la polymyalgia rheumatica. Et c'est très important de faire le diagnostic et des fois, on peut même aboutir dans les formes où le diagnostic est évocateur. On peut même demander une biopsie de l'artère temporale pour aboutir au diagnostic, mais en général, il faut avoir un index de suspicion qui est très élevé et ces rangs de patients en général vont avoir une réponse qui est très favorable quand le diagnostic est établi et initié sur des sur stéroïdes, principalement la prédnisone. Et comme autre cause qu'on va rencontrer très couramment, c'est l'hypertension intracrânienne idiopathique, ce qu'on appelait auparavant la pseudotumeur cérébrale, principalement rencontrée chez les femmes. C'est une céphalée qui est très sévère, en général associée à des troubles visuels ou encore des troubles de sensation avec les sons, ce qu'on appelle la photo et la phonophobie. Les patients vont avoir du tinnitus, de la nausée, le vomissement. En général, ce sont des patients qui ont surpoids ou encore une forme récemment ont gagné du poids. On a vu beaucoup de cas d'hypertension intracrânienne récemment avec la pandémie. Les gens ne faisaient pas assez d'exercice, ils étaient confinés dans leur environnement. Il y a une augmentation accrue de la consommation
de l'alcool. Il y a beaucoup de filles ou de femmes qui ont présenté avec des céphalées et qui ont récemment eu le diagnostic de l'hypertension intracrânienne. Et en général, on peut des fois rencontrer des troubles neurologiques, mais principalement, c'est l'examen et de la papille, encore la fundoscopie, on peut rencontrer des formes différentes ou encore de sévérité différentes en termes de papilledème. Et des fois, on peut avoir une suspicion déjà avec une ponction lombaire qui sera normale aux indices. Il n'y avait pas de globules blancs, pas de signes inflammatoires au niveau de la ponction lombaire, mais si on mesure la pression ouverte au moment de la ponction lombaire, on peut voir que ces gens de patients vont avoir une pression au moment de la ponction lombaire qui est supérieure à 25 cm de mercure. Et certaines fois, si vous avez affaire à une forme qui est très sévère, les examens radiographiques comme le MRI crânien peuvent vous montrer qu'il y a un effacement ou encore un épaississement des globes. On peut avoir une celle qui est vide et des fois, on peut voir qu'il y a un épaississement du nerf optique au niveau de l'imagerie. Mais très souvent, déjà avec l'histoire et la prise du poids et également l'examen du fond d'œil qui est très important. Et si vous avez une pression qui est très élevée au moment de la ponction lombaire, vous pouvez établir le diagnostic. Et quels sont ici les gens qui se présentent avec des céphalées? Très souvent, ils vont aboutir, ils vont nécessiter des examens. Mais la majorité des patients ne vont pas nécessiter un examen. On va surtout penser à faire un scanner ou un MRI si vous avez des personnes qui ont une céphalée nouvelle, qui ont plus de 50 ans. S'il y a un antécédent de trauma, si vous avez un examen neurologique qui est anormal, si vous avez des signes vitaux qui sont très altérés, principalement de la fièvre, et si c'est une céphalée qui a une radiation au niveau du cou, si vous pensez d'abord à l'artère temporale, si c'est une céphalée qui change ou encore qui s'exacerbe avec le changement des positions, certains de patients peuvent nécessiter l'imagerie médicale comme le scanner ou encore le MRI, mais en général, si c'est un patient qui a un diagnostic établi et que les signes vitaux sont normaux, il n'y a pas de troubles neurologiques anormaux, beaucoup de patients ne vont pas nécessiter de tests complémentaires comme d'imagerie qui est très avancée. Et pour les patients avec l'hypertension intracrânienne idiopathique, en général, on va utiliser l'acétylcholamide, qui est l'anhydrase carbonique inhibiteur, qui va essayer, en dehors de la ponction lombaire, contribuer à la diminution de la pression au niveau du liquide intracrânial. Et on va surtout recommander à ces patients de la perte de poids, même entre 10 à 15% de perte de poids peuvent contribuer à diminuer la récurrence de ces céphalées. Il faut surtout penser à d'autres pathologies endocriniennes qui peuvent contribuer comme facteur de risque à ces céphalées, les patients qui ont des kystes ovariens, ou encore les patients qui souffrent d'un syndrome métabolique, les patients qui souffrent de l'apnée du sommeil, encore certains médicaments peuvent contribuer à ces genres de céphalées. Une cause qui est très fréquente ici, qu'il ne faut pas sous-estimer et qui peuvent aboutir à des céphalées très intenses, c'est le liquide céphalo-rachidien si vous avez une perte de liquide. Et on va surtout rencontrer ce type de céphalée après avoir eu une ponction lombaire. En général, c'est l'histoire. Il y a des personnes qui vont développer des céphalées avoir reçu une ponction lombaire, et il faut penser aux femmes qui ont eu un accouchement par voie épidurale
Et certaines fois, ces céphalées peuvent être très aigus, mais ceux-ci peuvent s'accumuler et développer une céphalée jusqu'à 4 à 6 semaines après avoir reçu un accouchement avec l'anesthésie épidurale. J'ai eu une femme récemment qui était arrivée 6 semaines après avoir un épidural, mais c'était pas les formes typiques. En général, on va avoir ces genre de céphalée au cours des premières 72 heures après avoir eu une ponction lombaire, mais cette fois, ces pertes de liquide céphalorachidien peuvent être très insidieuses pour aboutir à une céphalée sévère. Et ces genres de céphalée vont avoir des fois le même caractéristique que les patients qui souffrent de la tachycardie posturale, c'est-à-dire ce sont des céphalées qui vont être exagérées avec un changement de position. Les céphalées sont très prominentes. Elles peuvent être associées à des nausées ou à des vomissements, des vertiges. Les patients vont vous décrire que certaines fois, ils n'arrivent pas à penser, ou encore il y a des secondes où tout apparaît noir, ce qu'on appelle de brain fog, de la fatigue, et ces genres de céphalées, en généralement, lorsque le diagnostic est établi, ici, on va faire ce qu'on appelle un blood patch, c'est-à-dire que en général, soit un anesthésiste ou encore le radiologue interventionnel, on va essayer de prendre le sang du patient et essayer d'appliquer ce qu'on appelle un patch sanguin au niveau où la personne a eu l'examen épidural ou encore la ponction lombaire. Donc, c'est très important à penser. Si vous avez, j'ai eu un patient qui avait un diagnostic de l'hypertension intracrânienne établie, qui avait une pression ouverte au niveau de la ponction lombaire qui est très élevée, mais très soudainement, après 24 heures après la ponction lombaire, elle avait une forme de céphalée qui était très exagérée que les céphalées qu'elle se présentait. Donc, subséquemment, elle avait eu une perte de liquide céphalorachidien. On essaie de minimiser ces risques en essayant d'utiliser une aiguille de ponction lombaire qui est très fine, et les personnes qui ont un surpoids ou encore qui ont eu une ponction lombaire traumatique sont beaucoup plus à risque d'avoir une perte de liquide céphalorachidien. Donc, le traitement en général, c'est le patch sanguin. Et il y a des céphalées qui sont en rapport avec les traumas, ce qu'on appelle post-traumatic headache. Il faut toujours penser aux éléments sportifs, aux joueurs. Il y a des céphalées qui sont liées au stress. Il faut penser aux relations familiales. Il y a des formes de violence sur intimale, que ce soit dans les relations de sexe similaire ou différent. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'impact de la vie sociale, la vie conjugale, ou encore les éléments sportifs, les stress de vie qui peuvent aboutir à ce qu'on appelle les céphalées de forme traumatique. Et en général, il va y avoir le stress peut être aigu ou encore le stress peut être également continu. Il faut penser à ce type de céphalée. Déjà, l'histoire va vous donner ce type de scénario. Et très rarement, il y a des personnes qui vont se présenter avec des formes de céphalée qui sont plus ou moins uniques. Il y a des céphalées qui sont surtout liées avec des vasospasmes cérébrales qui peuvent être exacerbés uniquement au moment ou après les rapports sexuels. Ces formes de céphalée, les causes ne sont pas surtout établies, mais on pense que c'est surtout avec des variations d'hormones. Il y a des céphalées qui vont liées
en rapport avec l'exercice. J'ai un patient qui se présentait avec le céphalée à chaque fois qu'il a un rapport sexuel, mais on pensait que c'était le rapport sexuel de par eux-mêmes qui était la cause, mais on a pu découvrir c'était également lié à une prise exagérée de sildenafil. Ce sont des éléments à base du nitrite d'oxyde et qui peuvent aboutir à l'hypotension également et au vasospasme. Donc, les médicaments sont très importants à faire, qui va vous aider à faire le diagnostic. Il y a des céphalées cataméniales qui vont en rapport avec les règles chez les filles. Il y a ce qu'on appelle les céphalées numulaires. C'est un patient qui va se présenter avec des céphalées et qui va vous pointer à un endroit spécifique au niveau du crâne où il ou elle ressent les douleurs les plus exagérées. Il y a les céphalées hypniques, ce sont des patients qui vont se présenter avec des céphalées qui ont un rapport avec le sommeil et ces céphalées en général vont disparaître au moment quand le patient est éveillé. En général, ces patients souffrent également de l'apnée du sommeil. Donc, c'est un genre de forme de céphalée atypique, il faut avoir une idée. Et des fois, le diagnostic va se faire avec l'histoire et il y a des éléments qu'on peut essayer de modifier dans la vie du patient qui peuvent diminuer les risques d'avoir des exacerbations avec ce type de céphalée. On va en parler maintenant avec les céphalées primaires. Donc, une fois avoir établi le diagnostic de céphalée secondaire, les causes principales, c'est-à-dire les accidents cérébraux, la théorie temporale, les dissections, ou encore, on va penser surtout aux céphalées de type primaire. Et la première cause, c'est les céphalées de type de tension. Ce sont des patients qui vont se présenter avec une céphalée globale. Ils vont vous dire qu'ils ont une céphalée en forme de barre de tension qui entoure toute la tête. Et ces céphalées en général sont bilatérales et ils vont se présenter au niveau du fond, au niveau de la région temporale. Les céphalées sont présentes de façon constante. Elles ne limitent pas en général les activités journalières, mais on va ne pas retrouver des éléments négatifs qui vont vont vous faire penser à d'autres éléments négatifs qui vont vous faire penser à des céphalées de type secondaire. Et en général, ce type de tension et l'anxiété, le manque de sommeil ou encore peuvent avoir un effet exacerbateur sur ce type de céphalée. Et il faut penser surtout aux personnes qui vont avoir des céphalées qui sont liées à des contractions musculaires au niveau du sternoclédomasculidien. Et ces genres de céphalées, en généralement, vont avoir une réponse favorable au repos et l'hydratation et également des anxiolytiques peuvent améliorer ce type de céphalée. Et comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire les causes principales, les facteurs de risque, c'est surtout le manque de repos, le manque de sommeil, une position qui est inadéquate de façon prolongée. Il y a beaucoup de stress émotionnel, la dépression, l'anxiété, la fatigue. Et des fois, c'est si vous ces genres d'éléments peuvent favoriser les types de tension, de céphalée à type de tension. Et ces céphalées vont répondre de façon favorable avec l'acétaminophène ou encore les anti-inflammatoires. Rarement, si vous administrez des anxiolytiques ou encore des anti-émétiques avec action centrale, peuvent aider ces formes de céphalée. J'ai eu un patient qui se présentait avec des céphalées et l'histoire nous avait dit qu'elle a été en vacances et elle a raté son vol. Elle a passé 2 jours à l'aéroport et elle n'a pas dormi assez et elle avait des céphalées qui étaient très sévères, mais
on a dû faire, avant même que j'ai vu le patient, il a eu des scanners, les MRI, tout était négatif, mais juste l'administration d'un peu de Benadryl, encore d'anxiolytique, le patient a passé peut-être environ 6 à 8 heures de sommeil aux urgences et quand elle s'est réveillée, les céphalées ont disparu. Donc, l'histoire, c'était uniquement la fatigue ou encore le manque de sommeil. Donc, des fois, on peut même avec l'histoire essayer d'éviter des tests. Si vous avez une histoire, il faut penser aux céphalées. J'ai eu le chef de service des maladies infectieuses qui s'est présenté avec des céphalées persistantes. Et on pensait à tout type de diagnostic. On voulait faire une ponction lombaire et l'histoire nous a dit qu'il consommait beaucoup de café tous les matins, mais une fois, il avait acheté un café qui était décaféiné et il ne se rendait pas compte et il se présentait avec des céphalées sévères et le traitement, c'était l'administration de tasses de café. Et les céphalées ont disparu. Donc, il faut penser à la caféine. Il y a des personnes qui vont présenter avec des céphalées très sévères qui peuvent être liées uniquement avec une diminution de consommation du café. Et en général, pour ces formes de céphalée, en termes de prévention, c'est essayer d'éviter le stress ou encore améliorer le sommeil. Et très rarement, il faut essayer de donner un calendrier, établir un calendrier avec ces patients où ils devraient prendre du repos pour essayer de limiter le risque de récurrence de ces céphalées. Et en termes de céphalée primaire, qui est très important, c'est les migraines. Les migraines, des fois, vont être établis en termes de synonymes comme céphalée. Donc, les gens en général utilisent le mot migraine et de façon similaire avec la céphalée, il faut essayer de porter une nuance. C'est une pathologie neurologique. Toutes les céphalées ne sont pas des migraines et toutes les migraines ne sont pas. C'est une forme de céphalée. C'est une pathologie d'hyperexcitabilité au niveau du système nerveux central. Des fois, il y a une vasodilatation qui peuvent être associées. Il y a des migraines avec aura ou des migraines sans aura, c'est-à-dire qu'il va y avoir des signes prominatoires qui vont apparaître. Et il faut toujours penser même à la migraine, même lorsque vous avez un patient avec des troubles neurologiques, il y a une forme de migraine hémiplégique qui peuvent présenter à tout patient qui a une forme de crise épileptique ou encore qui a un trouble neurologique associé avec des céphalées, il faut penser aux migraines comme élément de diagnostic. Donc, les critères pour faire le diagnostic de la migraine qui a été établi par l'International Headache Society, c'est des formes qui vont se présenter avec des attaques récurrentes, c'est-à-dire qui vont durer entre 4 à 72 heures. Et les gens de céphalée vont surtout avoir d'autres signes, c'est-à-dire des nausées et des vomissements. Le patient peut avoir des troubles visuels, des éléments qui ne peuvent pas supporter des sons, la phonophobie. Et ce sont des céphalées en général qui seront unilatérales, très pulsatiles, d'une sévérité qui peut être modérée ou sévère, et certaines fois peuvent être aggravées par l'exercice physique. Et les migraines avec aura, c'est-à-dire les migraines qui vont avoir des éléments prominatoires, c'est-à-dire le patient va ressentir un élément qui va être établi avant l'exacerbation de la forme aiguë de la migraine. Et en général, ces auras peuvent être visuelles, mais il y a des auras qui sont également auditives. Et ces auras peuvent durer 5 à 10 minutes et les auras seront suivies par une forme aiguë de céphalée. Et ces gens de patients peuvent reporter des troubles visuels. Il y a des éléments noirs qu'ils n'arrivent pas à voir. Il y a des éléments flous. D'autres éléments peuvent exacerber ces formes de migraine.
l'éternuement et les patients peuvent avoir de la faiblesse musculaire, ils peuvent avoir des troubles de sensation. Et certaines fois, des patients peuvent avoir des hallucinations, ils vont y voir des éléments qui ne sont pas présents au niveau du champ visuel. Donc, les patients vont vous dire qu'ils ont une forme d'halo, que leurs visions sont perturbées, tout apparaît flou. Il faut essayer d'abord éliminer qu'il n'y a pas un papilledème et les patients vont vous dire qu'ils vont reconnaître une fois que les auras commencent, ils savent que dans les heures qui viennent, il va y avoir une attaque de migraine et certainement, les patients qui ont un diagnostic de migraine établi, ils vont commencer à prendre leurs médicaments de façon abortive pour arrêter, prévenir la forme aiguë. Encore une fois, les patients avec des céphalopathies de migraine peuvent présenter avec des troubles neurologiques, comme une paralysie faciale, et qui est très courante, mais il faut toujours essayer d'éliminer d'autres causes intracrâniennes comme l'accident cérébrovasculaire ou encore une tumeur cérébrale. Et c'est très courant d'avoir des patients avec une migraine aiguë qui se présentent avec d'autres signes neurologiques associés, que ce soit une paralysie faciale, des vertiges, des troubles visuels et encore des troubles de balance et encore une atteinte de la mémoire récente peut être affectée dans les formes de migraine. Et comme autre facteur de risque, c'est surtout le tabac. Et également, et certains de patients, les femmes qui utilisent les contraceptifs oraux peuvent avoir une recrudescence beaucoup plus élevée s'ils ont des migraines avec OA. En forme de traitement, il y a des traitements qu'on va réaliser pour la forme aiguë. Donc, c'est patients qui ont une migraine avec OA, une migraine établie. Ils vont y avoir des traitements aigus qu'on va utiliser avec le triptan ou encore très rarement on peut utiliser l'ergotamine de façon intraveineuse. Et on peut également utiliser des anti-inflammatoires, des analgésiques. Et en forme préventive, on va choisir les médicaments en fonction des facteurs de risque associés aux migraines. Si vous avez une personne qui souffre de la migraine et qui également souffre d'hypertension, très souvent, on va utiliser le propranolol comme le bêta-bloqueur. Si vous avez des patients qui souffrent de la dépression ou encore de l'anxiété, on va essayer d'utiliser des anxiolytiques ou encore des antidépressifs. Et il y a d'autres médicaments récemment qui ont été approuvés, ce qu'on appelle les anticorps monoclonales et encore le CGRP, les calcitonin gene receptor peptide inhibitors. C'est un médicament, ils sont très nouveaux et récemment approuvés par la FDA, qu'on peut également utiliser pour les formes de prévention. Également, il faut faire l'éducation des patients pour essayer de leur informer des facteurs de risque, ce qu'ils doivent faire, et pour essayer d'avoir un calendrier et voir ce qui peut exacerber ces formes de céphalée. Et on va essayer de trouver un médicament pour essayer de réduire les exacerbations en forme de prévention et fournir des médicaments aux patients s'ils ont des auras pour commencer à prendre ces médicaments pour essayer d'aborder les formes d'exacerbation, pour essayer d'arrêter l'exacerbation quand ils ont les auras et essayer de de conseiller de ne pas utiliser certains médicaments qui peuvent exacerber ces céphalées ou la migraine. Donc, il y a une panoplie de médicaments que les patients peuvent commencer à prendre, comme les anti-inflammatoires, les analgésiques, mais il y a d'autres médicaments comme l'ergotamine que le patient peut, des fois, si on n'arrive pas à arrêter la forme à la maison, que le patient, des fois, va se présenter aux urgences et même se faire hospitaliser pour recevoir des médications par voie intraveineuse pendant 24 à 48 heures d'observation pour essayer d'arrêter les céphalées aiguës. Donc, les triptans, ils sont très couramment prescrits et ils peuvent être administrés que la forme orale, la forme intramusculaire, la forme nasale.
et les patients peuvent les prendre entre jusqu'à 2 à 3 fois par jour pour essayer d'arrêter les crises de céphalée. Et ils ont généralement un effet secondaire qui est très toléré. Et les patients en général, s'ils souffrent de migraines qui sont récurrentes, ils vont commencer à prendre ces médicaments à la maison. Et c'est très rarement après avoir pris ces médicaments, s'ils n'ont pas d'autres pathologies associées, qu'ils vont se présenter aux urgences pour essayer d'arrêter les formes. Il y a la forme nasale qui est en spray de 5 à 20 mg que le patient peut prendre et peut répéter les doses jusqu'à 3 ou 4 fois après chaque 2 heures. Et il y a une dose limite pour 24 heures que le patient peut prendre. Donc, il y a la forme intramusculaire réservée principalement au milieu hospitalier, la forme nasale et les pastilles, également avec des doses différentes que le patient peut prendre pour essayer et d'arrêter. Et ce qui est très important avec les triptans, il faut essayer de ne pas les prescrire si vous avez des patients qui ont des pathologies cardiovasculaires comme une hypertension qui est non contrôlée, l'antécédent d'accident cérébrovasculaire ou encore la femme enceinte et les patients qui ont une forme de migraine avec migraine compliquée associée à des troubles neurologiques. Il faut essayer de limiter de prescrire les triptans. Mais ils sont généralement très tolérés et ils sont très effectifs pour essayer d'arrêter les formes de migraine aiguë. Comme d'autres médicaments qui sont récemment en cours d'utilisation, c'est ce qu'on appelle le CGRP, le calcitonin gene-related peptide. Ces médicaments, ce sont des anticorps monoclonaux qui vont essayer de bloquer l'action de ces récepteurs au niveau des neurones. Et ces récepteurs, ils vont être éparpillés de façon différente. Ils sont à base de... ils sont distribués non seulement au niveau du système nerveux central, mais également, ils sont également au niveau du système cardiovasculaire, le système rénal. On a ces récepteurs. Donc, ces médicaments ont été développés pour essayer de limiter l'action de ces récepteurs et ils sont très effectifs pour les formes de céphalée, pour la prévention de la céphalée. Il y a 2 qu'on utilise également pour le traitement abortif. Donc, ces médicaments, ils sont environ 6 maintenant et ils sont en forme d'injection. Il y a environ 3 ou 4 qui sont qui sont administrés de façon intramusculaire et l'épénizumab qui est administré par la forme intraveineuse et 2 qui sont administrés par la voie orale. Et ces 2 par forme orale peuvent être utilisées pour le traitement aigu et les formes à injection généralement sont administrées pour le traitement préventif. Ces injections, la plupart d'entre elles vont être administrées tous les 3 mois pour essayer de faire le contrôle préventif des céphalées au cours des migraines. Donc, le nombre de médicaments qu'on utilise maintenant pour faire le traitement préventif continue à augmenter et les patients maintenant, ils ont beaucoup plus d'options et pour essayer de contrôler les migraines. Et très rarement, il y a des patients qui ont une indication pour utiliser le Botox, l'injection qu'on va essayer de faire au niveau de 25 à 30 points au niveau de la région frontale, temporale et cervicale pour essayer. Et le Botox a une indication très spécifique pour les patients qui ont des migraines qui sont très fréquentes. Et ceci va essayer également de bloquer les récepteurs CGRP au niveau de la transmission neurosynaptique. Ils sont très effectifs et très rarement, il peut y avoir une accumulation systémique du Botox qui peut aboutir à une paralysie transitoire, mais c'est également recommandé et approuvé par la FDA pour faire le traitement préventif des migraines. Et en général, le patient va recevoir environ
30 à 31 injections sur des points, comme vous voyez dans le schéma, qui ont été très établis pour essayer de bloquer la transmission neurosynaptique et bloquer les récepteurs CGRP. Et donc, on va faire la prophylaxie pour les patients qui ont des migraines qui sont très fréquentes, au moins 3 ou 4 par mois. Les migraines qui sont très invalidantes, encore les migraines associées avec troubles neurologiques et les patients qui ne peuvent pas tolérer les triptans. Donc, on va essayer de faire cette prophylaxie avec des anticorps monoclonaux. On peut également utiliser les bêta-bloqueurs, principalement le paroparonol, que ce soit la forme prolongée ou comme la forme immédiate. Le profil, c'est un patient avec migraine qui est jeune, qui n'a pas d'autres pathologies. Également, si le patient souffre d'une hypertension artérielle, c'est très effectif. On va essayer de commencer à une dose qui est très initiale parce que le propranolol peut affecter la conduction cardiaque. On doit faire d'abord l'électrocardiogramme de base et s'assurer que le patient ne souffre pas n'a pas de problème de conduction. Et on va faire une titration. On va essayer d'augmenter de façon progressive les doses jusqu'à ce qu'on va essayer de contrôler les fréquences. Il faut surtout éviter et encore conseiller le patient au risque d'hypotension, de bradycardie également. Ceci peut aboutir à des dysfonctions érectiles qui est très important. Des fois, on peut utiliser la verapamil également pour faire la prévention. Les effets secondaires sont très rares et on peut penser avec la constipation ou encore l'œdème. Et très rarement, les patients peuvent nécessiter des anxiolytiques de première génération comme la méthylcilline. On peut faire avec l'utilisation de la valproïque acide. Et pour contrôler la céphalée, on peut également utiliser le Topamax, Topigamac, pour essayer de contrôler les céphalées qu'on va essayer d'initier à une dose très faible et essayer d'augmenter au cours des 2 à 3 semaines pour avoir une dose effective. L'autre forme de céphalée primaire, c'est la céphalée en forme de cluster, c'est-à-dire les céphalées qui sont exactement très invalidantes, unilatérales, des fois associées à des troubles conjonctivals épisodiques. Et ces céphalées peuvent durer de 15 à 30 minutes. Et en général, les patients vont dire que ces céphalées vont réapparaître au même moment de la journée et principalement durant la nuit. Et ces céphalées sont principalement retrouvées chez les hommes. Et le traitement, c'est en général ce qui peut exacerber, c'est l'hypoxie. Et encore les personnes qui souffrent de l'apnée du sommeil et les patients qui consomment ou encore prennent des médicaments qui peuvent aboutir à une vasodilatation. Et le traitement, c'est l'administration de l'oxygène avec un masque facial et jusqu'à 7 litres par minute. Et également, si c'est un patient qui souffre de l'apnée du sommeil, on doit faire une polysomnographie et encore utiliser un CPAP. Et certainement, très rarement, les traitements par voie intramusculaire ou encore nasale peuvent aider pour essayer le traitement de céphalée en forme de cluster. Donc, ce qui est très important, c'est d'abord de prendre une histoire qui est très efficace, qui va vous aider de faire le diagnostic entre les céphalées de type primaire et les céphalées de type secondaire. Parce que les céphalées de type secondaire, une fois que vous avez le diagnostic, les céphalées vont disparaître. Et il faut penser au mnemonic Snoop ou encore essayer d'identifier des éléments qui peuvent vous donner une idée d'une céphalée qui peut être associée à une pathologie systémique ou encore qui peut être létale, comme l'accident cérébrovasculaire, les tumeurs, l'artère temporale. Et une fois le diagnostic est établi, il faut essayer d'avoir une communication qui est effective avec le patient et essayer d'établir un régime de traitement pour les formes aiguës, abortives ou encore
si les céphalées sont très récurrentes, on va essayer de voir quel type de traitement on peut fournir pour essayer de prévenir les céphalées. Et je vous remercie pour cette participation et si vous avez des questions, je suis prêt à les répondre. Merci beaucoup, Dr. Renaud. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour Aïcha, bonjour Dr. Bonjour. Prof.